Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part explorer Osaki. Pour beaucoup, c'est vrai, c'est peut-être juste un arrêt sur la ligne Yamanote ou alors ce quartier d'affaires avec ses tours, Gate City, tout ça. Mais voilà, on a reçu pas mal de documents, des articles, des notes historiques et ça dresse un portrait bien plus riche et assez surprenant en fait. Oui, tout à fait. Osaki, c'est clair, c'est pas la destination touristique numéro un à Tokyo. Mais son histoire est vraiment dense, marquée par des transformations profondes. Notre idée aujourd'hui, c'est un peu de décrypter tout ça, de dénicher les récits, les trésors un peu cachés du quartier, loin des sentiers battus, quoi. Exactement. Alors, on plonge. Voyons voir ce que ces sources nous racontent sur Osaki. Elles nous ramènent d'abord au début de l'ère moderne, Meiji Taisho. Osaki devient un berceau de l'industrialisation. Ah oui, ça c'est fondamental. Gyosha, Nippon Paint, Mhm. le paysage de l'époque, c'était ça. Usines, cheminées et beaucoup de briques rouges, apparemment. C'était typique. Oui, c'est une période vraiment clé. Osaki a joué un rôle important dans la modernisation du Japon, faut pas l'oublier. Et la localisation n'était pas anodine. Ces usines étaient près de la rivière Meguro, pour le transport évidemment. Logique, oui. Ça a vraiment façonné l'identité première du quartier. Et ce qui est intéressant dans les sources, c'est de voir cette concentration d'industries pionnières au même endroit. Et ce passé industriel, il n'a pas complètement disparu. C'est ça qui est fascinant. Un des trésors cachés, si on veut, c'est de chercher ces fameuses briques rouges. Ah. Il en reste, oui. Les documents disent qu'il faut regarder près de la sortie est de la gare. Si on observe bien, on peut en voir intégrés dans des bâtiments plus récents ou juste à la base de vieux murs. D'accord. Des petits témoins du passé, en quelque sorte. C'est ça. C'est comme déchiffrer un peu le code source d'Osaki. Toucher ces briques, c'est concret. Alors, si on avance un peu dans le temps, on arrive à une période plus difficile, l'après-grand séisme du Kanto, 1923. Oui, un moment terrible pour toute la région. Et les notes qu'on a indiquent qu'il y a eu un afflux important de sinistrés vers Osaki. Beaucoup de gens ont tout perdu. Et pour les héberger, on a construit ce qu'on appelait des mokuchinyado. En gros, des logements en bois très très simples le long de la rivière Meguro. Ça montre bien la résilience de la communauté locale. Ces habitats, même précaires, ont vu naître une solidarité très forte. Et cet esprit un peu populaire, shitamachi, comme on dit, basé sur l'entraide, il a laissé une trace. C'est un contraste assez saisissant avec l'image actuelle, très business, du quartier. Absolument. Et cette trace, on peut encore la sentir aujourd'hui. C'est un autre trésor caché, si on veut. Il faut s'éloigner un peu de l'agitation, aller sur les berges de la Meguro, mais côté Osaki, là où c'est plus calme. Surtout en dehors de la saison des cerisiers, bien sûr. Mhm. Et puis, il faut oser se perdre un peu dans les petites ruelles adjacentes, près du pont Osaki par exemple. C'est là qu'on peut tomber sur des petits restos de quartier, des cafés ou des izakaya, ces bistrots japonais, qui ont l'air d'être là depuis toujours. Ah oui, les adresses authentiques, c'est ça. Souvent tenues par les mêmes familles depuis des générations. Il y a une atmosphère vraiment particulière, on sent l'histoire, quoi. Et d'ailleurs, certaines archives locales mentionnent même une ancienne spécialité du coin, le potiron Irugibashi. Qui sait, peut-être qu'on en trouve encore des traces culinaires. Intéressant ça, le potiron Irugibashi. Faudrait creuser. Alors plus tard, on arrive à l'ère Showa. Là, les sources décrivent Osaki comme un grand centre logistique. Oui, changement de décor, encore une fois. Il y avait d'immenses entrepôts. On parle notamment de ceux de Suzuki Shoten pour la sauce soja et d'autres marchandises. Hmm. Apparemment, il y a même eu une petite Anamachi, un quartier de divertissement sans doute modeste pour les travailleurs du coin. Oui, cette fonction de stockage et de transit a aussi évolué. C'est le cycle constant de la ville. Les entrepôts physiques ont peu à peu disparu ou ont été transformés. L'ère industrielle et logistique a cédé la place aux bureaux et aux logements, surtout avec les grands projets de réaménagement urbain. Oui, Osaki New City, ça date de 1987 déjà. Et puis Gate City Osaki en 1999, ça a complètement redessiné le quartier. Exactement. Et il ne faut pas oublier l'arrivée de la ligne Rinkai en 2002. Ça a encore renforcé le rôle d'Osaki comme carrefour en le connectant directement à Odaiba et à la baie de Tokyo. C'est vraiment l'illustration de ce renouvellement urbain permanent. Mais, et c'est ça qui est génial, même cette énorme transformation n'a pas tout effacé. Il reste des pépites à découvrir. Ah, qu'est-ce qu'on trouve alors? Mais, par exemple, d'anciens entrepôts ou même d'anciennes petites usines qui ont été réhabilitées, de manière assez discrète souvent. On peut y trouver des galeries d'art, des ateliers de créateurs, des cafés avec beaucoup de cachets. Il faut chercher un peu. D'accord, le genre d'endroit un peu caché,
avec du caractère. C'est ça. Et puis, il y a aussi ces bars et ces izakaya qui ont gardé une ambiance très Showa, un peu rétro. On en trouve vers la sortie ouest de la gare ou dans la rue commerçante New Osaki Shotengai, qui a elle-même un petit côté suranné. La nostalgie Showa, ça a son charme. Et encore plus caché, il y a des ateliers d'artisans modernes, les shokunin d'aujourd'hui. Certains sont spécialisés dans le traitement de précision du métal, d'autres dans le cuir. Ils sont souvent installés dans des rues résidentielles calmes. Faut vraiment avoir l'œil. Le savoir-faire qui perdure, même dans un quartier tertiaire. Exactement. Et pour la petite touche amusante, le quartier a même ses mascottes officielles, Osaki Ichiban Taro et une petite chouette qui s'appelle juste Osaki. Ah oui? Sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Bah, Osaki, c'est bien plus complexe que l'image de la zone de bureau ou du simple arrêt de train. Absolument. C'est une histoire stratifiée. On passe de l'industrie lourde à cette vie de quartier résiliente après le séisme, puis à la logistique, et enfin à cette renaissance moderne comme pôle d'affaires. C'est un vrai millefeuille historique. C'est ça. Et son charme, à mon avis, il réside justement dans le fait que ce n'est pas un lieu touristique évident, formaté. Il ne se livre pas facilement. Il faut avoir un peu de curiosité, vouloir regarder sous la surface des choses, gratter le vernis de la modernité. C'est une invitation à ralentir un peu le pas, à observer les détails. Tout à fait. Chercher les traces du passé dans le présent. Et pour finir, il y a une petite note assez intrigante qu'on a trouvée dans les sources, une sorte de légende urbaine locale. Ouais. Racontez. Apparemment, certains disent qu'Osaki serait un point d'énergie particulier sur la ligne Yamanote. Un power spot, comme on dit parfois au Japon. Intéressant. Un point d'énergie. Bon, folklore local ou réalité subtile, difficile à dire, mais peut-être que cette énergie particulière, si elle existe, elle vient justement de ce mélange unique. L'histoire industrielle, ces coins tranquilles préservés au milieu de l'agitation, et puis cette incroyable capacité du quartier à se réinventer constamment. C'est une belle façon de voir les choses. Cette énergie viendrait de sa résilience et de sa complexité même. Voilà, de quoi réfléchir peut-être la prochaine fois qu'on traverse Osaki, même rapidement en train. Regardez le quartier d'un autre œil. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette exploration un peu différente d'Osaki. Merci à vous.